Section 6.2, chemin critique et diagramme de Gantt. On va commencer par parler un peu du chemin critique pour se rendre jusqu'à notre diagramme de Gantt. Et on va voir dans cette section-ci qu'il y a certains projets qu'on peut restructurer pour essayer de sauver un peu de temps, mais dans certains cas, il y a des projets où on va avoir ce qu'on appelle un chemin critique. Ce qui veut dire qu'il y a des activités, des tâches dans notre projet qui devront être réalisées dans un certain ordre précis et à un certain moment précis pour être certain d'arriver le plus vite possible à la fin sans retarder un projet complet. Donc pour faire ça, il va falloir qu'on se définisse 4 notions super importantes qui vont nous permettre de définir notre algorithme du chemin critique. Avant de faire ça, évidemment, lorsqu'on va avoir vu nos définitions, on va définir ce que c'est un chemin critique au complet. Mais pour faire ça, on doit définir ces 4 définitions-là. On doit voir qu'est-ce que ça va représenter, ça, éventuellement. Donc, on commence avec ce qu'on appelle le début au plus tôt. Le début au plus tôt, ça va être le moment pour une activité où tous les prédécesseurs de cette activité-là, toutes les activités préalables, vont avoir pris fin. C'est le moment où on va dire à ce moment-là que c'est la plus grande fin au plus tôt de nos prédécesseurs. Ce que ça veut dire, c'est que toutes les activités préalables à notre activité actuelle vont avoir pris fin, et l'activité préalable qui va avoir pris fin en dernier, ben, sa valeur de fin au plus tôt, ce sera à ce moment-là le début au plus tôt de l'activité qu'on est en train de vérifier. Ça, pour l'instant, ça ne veut pas dire grand-chose. Tantôt, dans un réseau, on va voir que ça parle beaucoup plus quand on a des chiffres, quand on comprend qu'est-ce qui se passe visuellement avec un réseau. Ensuite de ça, la fin au plus tôt, qu'on a mentionné rapidement là, dans le début au plus tôt. La fin au plus tôt, ce que c'est tout simplement le début au plus tôt d'une activité qu'on a calculée, auquel on va ajouter la durée totale de notre activité. Donc, supposons que le début au plus tôt de notre activité est au jour 2 et que notre activité dure 15 heures. Ben, notre fin au plus tôt, ce sera 2 jours et 15 heures pour l'activité qui est en train de nous intéresser. De l'autre côté, fin au plus tard. Cette fois-ci, on va vérifier ce qui se passe dans le futur de notre activité. On va voir tantôt qu'on va être capable de prédire, de prévoir des choses dans le futur à partir de nos informations. Et pour ça, on va définir ce qu'on appelle la fin au plus tard. Cette fin-là, c'est un moment pour lequel tous nos successeurs ont débuté. Donc, toutes les activités qui succèdent à l'activité qu'on est en train d'étudier vont avoir commencé. À ce moment-là, on va parler d'une fin au plus tard pour notre activité actuelle. Cette fin-là, elle va correspondre au plus petit des débuts au plus tard de nos successeurs. Donc, on va s'assurer que notre activité va finir au plus tard, exactement au moment où la première activité qui suit va avoir commencé. Donc, on va voir ça tantôt dans un réseau, comment ça se structure. À ce moment-là, on pourrait dire que si jamais on finit plus tard que cette fin-là, on va retarder l'ensemble de notre projet, donc c'est important de respecter cette fin-là en particulier. Avec ça s'ajoute le début au plus tard. Début au plus tard, c'est tout simplement là, le moment où notre activité qui finissait au plus tard va avoir commencé. Donc on va calculer finalement la fin au plus tard moins ce qu'on avait fait, moins la durée de l'activité qu'on est en train d'étudier. Et à ce moment-là, ça va nous donner le moment auquel notre activité peut commencer au plus tard, avant de commencer à retarder le projet encore une fois. Donc si on commence plus tard, on retarde notre projet avec ceci. On définit ensemble quelques dernières définitions avant de se lancer dans un algorithme. À ce moment-ci, ce qu'on va définir, c'est ce qu'on appelle la marge totale, l'activité critique et le chemin critique. Marge totale, c'est assez simple. C'est tout simplement là, la marge de manœuvre qu'on a pour une activité. Donc, on calcule ça en faisant la différence entre notre fin au plus tard et notre fin au plus tôt. Vous pouvez aussi le faire entre le début au plus tard et le début au plus tôt. Ça va être la même chose. En réalité, cette marge totale-là, elle nous indique combien de temps est-ce qu'on peut perdre pour réaliser cette activité-là sans retarder notre projet au complet. Donc, combien de temps est-ce que je peux me pogner le beigne avant que ça commence à influencer réellement le temps complet, le temps total de mon projet. Ensuite de ça, activité critique. C'est une activité particulière parce qu'elle a une marge qui est nulle. Ça veut dire que j'ai pas de temps à perdre pour cette activité-là. Si je manque de temps ou si je perds du temps pour cette activité-là,
je vais retarder l'ensemble de mon projet. Donc cette activité-là, elle est critique. Si je manque mon coup à cette activité-là, je viens de retarder l'ensemble du projet. Je ne peux pas manquer mon coup ici. Il faut que je réussisse à faire cette activité-là dans le temps alloué. Suite de ça, chemin critique. C'est assez simple. Ce sera un chemin qui va partir du début de mon projet jusqu'à la fin de mon projet, en passant par nos activités qui sont critiques. Ce chemin-là critique va représenter finalement là, la durée minimale de notre projet, parce que cette durée-là, c'est la durée qui est nécessaire afin de ne pas retarder ce projet-là. Donc, chemin critique, on passe par nos activités critiques qui ont une marge nulle, et cette durée-là, la durée de ce chemin-là, ce sera la durée minimale de notre projet. On se lance maintenant dans ce qu'on appelle la méthode du chemin critique. Donc, on vient de voir que lorsqu'on traite d'un réseau, lorsqu'on traite un réseau, on peut trouver ce qu'on appelle les activités critiques qui ont une marge nulle. On trouve par la suite un chemin critique qui est constitué de ces activités critiques-là. Et le chemin critique, ça représente la durée minimale d'un projet. La durée minimale d'un projet, c'est quelque chose qui est quand même important. C'est quelque chose qui est pas mal utile lorsqu'on essaie de finir un projet le plus vite possible. Donc, on va se construire un algorithme qui va nous permettre d'aller chercher justement cette durée minimale-là, d'aller chercher finalement le chemin critique qui va nous intéresser sur notre réseau. Vous avez là, à la page 45 de votre manuel, l'algorithme justement du chemin critique. On a son but qui est de trouver la durée minimale d'un projet. On a l'algorithme qui est ici. On le regarde rapidement, on fait un exemple. Je vous mets dans la description du vidéo le vidéo original de ce problème ici, où on vous montre comment vraiment aller chercher le chemin critique dans ce réseau-là. Nous, on le fait ensemble. Si vous avez besoin de plus, allez voir l'autre vidéo par la suite. Donc, notre algorithme se fait en 7 étapes. 7 étapes qui vont avoir des étapes un petit peu plus longues, évidemment, c'est normal. On va voir ensemble quelles sont ces étapes-là. Première étape, évidemment, ce serait de construire votre réseau. Si vous avez un projet, construisez le réseau. Avec le réseau, ce sera beaucoup plus facile de faire la solution. Une fois que vous avez construit votre réseau, vous devez trouver le début et la fin, au plus tôt, de vos activités initiales. Ces activités initiales-là vont commencer au plus tôt à 0, évidemment, parce que c'est au tout début de notre projet. Et les fins au plus tôt, je vous le rappelle, c'est le début au plus tôt, plus la durée de l'activité. Une fois que c'est fait, vous allez trouver les débuts et les fins au plus tôt de tous les autres sommets en ordre croissant. Donc, vous partez du sommet 1 jusqu'au sommet final et vous allez chercher les débuts et les fins au plus tôt de chaque sommet en respectant l'ordre croissant de ces sommets-là. Une fois que c'est fait, à la fin de votre réseau, vous cherchez le début et la fin au plus tard de vos activités terminales. Lorsque c'est fait, vous allez progresser en sens décroissant dans votre réseau. Donc, du plus grand sommet au plus petit sommet, pour aller chercher les fins et les débuts au plus tard de ces sommets-là. Quand c'est fait, vous calculez vos marges de la façon qu'on l'a expliqué tantôt, et on trouve le chemin critique en trouvant les marges nulles de nos activités, en trouvant les activités critiques dans ce cas-ci. Donc, on va regarder ça dans notre exemple qui est ici. Vous l'avez complété là, à la page 46 et les pages qui suivent dans votre manuel. Allez voir ça, suivez avec moi. Ça va vous permettre de bien comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce réseau-là. Donc ici, on a un réseau qui contient les activités suivantes, A, B, C jusqu'à H. Ce réseau-là, on l'a fait tantôt, hein, on l'a structuré ensemble. Je l'ai restructuré, on l'a restructuré dans les notes pour que ce soit un petit peu plus joli. Vous avez encore les préalables, les durées. Et moi, j'ajoute une colonne marge, parce que sinon, mon graphique, mon tableau, mon réseau ici va être beaucoup trop chargé. Donc, je vais ramener mes marges dans cette colonne-là lorsque je serai rendu. Dans ce réseau-là, ce qui est important de comprendre, c'est que je vais indiquer mes débuts et mes fins au plus tôt en bleu, avec des parenthèses. Et les débuts et les fins en rouge. Les débuts et les fins au plus tard en rouge, avec des crochets. Suivez ça comme ça, on va pouvoir travailler avec ça de cette façon. Donc, on a déjà le réseau qui est construit. Pas de problème avec ça. On s'intéresse donc à aller trouver le début et la fin au plus tôt de nos activités initiales. Activités initiales, A et B, c'est les deux qui partent du sommet 1. Et on sait que ces deux activités-là vont commencer à 0. Donc, on commence à 0 pour A, on commence à 0 pour B. L'activité A dure 7, donc elle va se terminer à 7 au plus tôt. L'activité B commence à 0, dure 4, elle va terminer au plus tôt à 4.
Donc là, j'ai complété l'étape 2 de mon algo. Je passe à l'étape 3. Je dois suivre l'ordre croissant de mes sommets pour aller trouver les débuts et les fins, ou plutôt, de chacun des autres sommets qui m'intéressent. Ensuite, après le sommet 1, ici, ben, ce sera le sommet 2. Donc, je vais me déplacer au sommet 2. Sommet 2, ici, quel est le début au plus tôt du sommet 2? Ce sera le moment où tous ses prédécesseurs ont terminé au plus tôt. Donc, ici, si je recule, prédécesseur du sommet 2, c'est l'activité B. L'activité B finit à 4. Donc, tous les successeurs du sommet 2 ici vont commencer au moins à 4. Donc, l'activité G commence à 4. L'activité E commence à 4. L'activité C commence à 4. Je cherche les fins au plus tôt de chacune de ces activités-là. L'activité C dure 4, elle commence à 4. Donc, elle va finir au plus tôt à 8. L'activité E dure 6, elle commence à 4. Elle va donc finir à 10. L'activité G commence à 4, dure 4. Elle finit à 8 nécessairement. On se déplace donc au sommet 3. Sommet 3, qu'est-ce qu'on a comme préalable? On a le A et le C. Donc on va aller chercher les fins au plus tôt de A et la fin au plus tôt de C pour voir à quel moment au plus tôt est-ce que D peut commencer. Comme D doit attendre que A est terminé et que C est terminé, ben D n'aura pas le choix d'attendre qu'on soit rendu au moins à une durée de 8, parce que C prend au moins 8 avant d'être terminé, alors que A va prendre 7. Donc D va commencer à 8 au plus tôt. À ce moment-ci, comme D est la seule activité qui sort du sommet 3, ben on va pouvoir aller chercher sa fin au plus tôt tout de suite. 8 plus 5 égale 13. Donc la fin au plus tôt de D, c'est 13. On se déplace au sommet 4. Sommet 4, qu'est-ce qu'on a comme préalable? D et E. D finit à 13, E finit à 10. Donc, les activités qui vont sortir du sommet 4 n'ont pas le choix de commencer au minimum à 13, parce que sinon, ben, D n'aura pas terminé, on ne pourra pas faire la suite. Donc, F, notamment, commence à 13. Et là, on a une activité fictive. Activité fictive qui commence à 13 également. Notre activité F dure 8, donc 13 plus 8, 21. Notre activité F1, là, notre activité fictive qui est ici, coûte rien, donc 13 plus 0, 13. Et ça ici, c'est normal. C'est normal que ce soit les mêmes chiffres parce que c'est une activité fictive, donc ça va toujours être les mêmes chiffres dans une activité fictive quand on traitera ça dans nos réseaux. Ensuite de ça, du sommet 4, on va aller au sommet 5. Et là, le sommet 5 a deux prédécesseurs. G qui finit à 8 et F1 qui finit à 13. L'activité qui finit là plus tard, c'est l'activité fictive F1. Donc, le sommet 5 ici, ces activités qui ressortent vont sortir minimum à 13. Ça veut dire que l'activité H commence au plus tôt à 13. On ajoute à ça le maximum ici, le 6 qu'on ajoute pour l'activité H. 13 plus 6, on arrive à 19. Et voilà, on vient de trouver les débuts et les fins au plus tôt de chacune de nos activités. Sommet 6, la fin au plus tard du sommet 6, ce sera le moment où tout sera terminé finalement. Donc l'activité F est terminée et l'activité H est terminée. Activité F finit à 21, activité H finit à 19. Donc pour que tout soit terminé, on n'a pas le choix d'attendre à 21. Ce que ça veut dire, c'est qu'à ce moment-là, l'activité F et l'activité H vont avoir comme fin au plus tard 21. Donc on rajoute 21 pour les fins de ces deux activités-là. Donc ici, on peut faire l'opération inverse pour aller trouver le début au plus tard. Pour l'activité F, ça n'aura pas changé, 21 moins 8, ça nous donne 13. Mais de l'autre côté, 21 moins 6, ça nous donne un beau 15 pour le début au plus tard de l'activité H dans ce cas-ci. Une fois que c'est fait, je quitte le sommet 6 et je m'en vais au sommet 5. Sommet 5, dans ce cas-ci, je dois avoir comme fin au plus tard pour les activités qui rentrent dans le sommet 5, le début au plus tard de l'activité qui suit. Donc ici, l'activité qui suit étant l'activité H, le début au plus tard est 15 dans ce cas-ci. Donc l'activité F1
F petit 1 là, va finir au plus tard à 15. L'activité G finit au plus tard à 15. Je vais trouver les débuts au plus tard. Pour F1, ben, ce sera 15 directement. C'est une activité fictive. Et pour G, ben, 15 moins 4 égale 11. Donc, maintenant que c'est fait, j'ai fini avec le sommet 5. Je m'en vais au sommet 4. Je vais aller voir au sommet 4. Et là, je dois trouver quelle sera la fin au plus tard pour le reste ici, pour les activités D et E. À ce moment-ci, je veux m'assurer que si je finis le plus tard possible pour l'activité D ou pour l'activité E, ça ne retardera pas les autres activités qui sortent du sommet 4. Ces autres activités-là, c'est l'activité F et l'activité F1. L'activité F commence au plus tard à 13, donc je ne peux pas finir plus tard que 13 pour les deux autres activités qui rentrent, sinon je retarde l'activité F. L'activité F1 commence au plus tard à 15. Je peux commencer plus tôt que 15, parce que si je commence un petit peu plus tôt que ce 15-là, je ne retarderai pas cette activité-là. Il faut seulement que je respecte ce 13-là, parce que c'est celui-là qui va retarder le reste du graphique, le reste du projet. Donc ça veut dire que les fins au plus tard pour E et pour D, ce sont 13 dans les deux cas. Je trouve les débuts pour ces activités-là. Pour l'activité 8, l'activité D, ce sera 8. Pour l'activité E, 13 moins 6, ça nous donne 7. Et là, il faut faire bien attention, il faut bien comprendre qu'est-ce qui vient d'arriver. Pourquoi est-ce que j'ai pris le 13 qui était ici? Ça revient un peu à ce qu'on disait dans nos notes tantôt. On disait que la fin au plus tard de nos activités, d'une activité, ce sera le plus petit des débuts au plus tard qui suit. Dans ce cas-ci, 13, c'était plus petit que 15, donc la fin au plus tard de D et de E, ça se trouve à être 13. C'est bien important de respecter ça parce que si on fait la fin au plus tard de D comme étant 15 par exemple, ben là on pourrait retarder l'activité F et ça, c'est pas quelque chose qu'on veut. Donc il faut faire bien attention lorsqu'on va chercher ces fins au plus tard. Là. On continue avec le sommet 3. On était au sommet 4, on s'en va au sommet 3. À ce moment-là, la fin, le début au plus tard qui est le plus petit dans les successeurs de 3, ben c'est le début au plus tard de D, donc ce sera 8. Ce qui veut dire que A va finir au plus tard à 8 et C va finir au plus tard à 8. On trouve les débuts au plus tard de ces deux activités-là. Pour A, ce sera 1. Pour C, ce sera 4. Ça nous amène au sommet 2. Sommet 2, à ce moment-là, là, on a 3 successeurs. Il va falloir prendre le plus petit des barres au plus tard de ces 3 successeurs-là. Donc, on a le choix entre 4, 7 et 11. On va prendre 4, bien entendu. Donc, 4 pour la fin au plus tard de l'activité B. Début au plus tard de l'activité B, ben 4 moins 4, ça nous donne 0. À ce moment-là, j'ai des débuts et des fins au plus tard pour chacune de mes activités. Je peux donc calculer les marges dans mon tableau. Pour faire ça, je vais faire des différences entre les fins au plus tôt et au plus tard ou entre les débuts au plus tôt et au plus tard. Peu importe, ce sera toujours le même résultat, étant donné la façon qu'on a calculé tout ça. Donc on commence avec l'activité A. Au plus tôt, on commence à 0. Au plus tard, on commence à 1. On a une marge de 1 ici. Activité B. Au plus tôt, on commence à 0. Au plus tard, on commence à 0. Cette activité-là, elle sera critique. Si on retarde l'activité B, on retarde l'ensemble du projet. Activité C. Au plus tôt à 4. Au plus tard à 4. Une autre marge de 0. Activité D, au plus tôt à 8, au plus tard à 8, une autre marge de 0. On passe à l'activité E, au plus tôt à 4, au plus tard à 7, on a une marge de 3 dans ce cas-ci. Activité F, au plus tôt à 13, au plus tard à 13, on a une marge de 0 dans ce cas-ci. Activité F1 n'est pas inscrite dans notre tableau. Donc celle-ci, je n'aurai pas le choix, je vais l'ajouter sur mon réseau. Dans ce cas-ci, au plus tôt à 13, au plus tard à 15, on a une marge de 2. Pourquoi est-ce que je le fais sur une activité fictive qui n'existe pas? Tout simplement parce que ça se pourrait qu'une activité fictive soit critique. Ça se pourrait que cette activité-là soit nécessaire parce que l'activité H
aurait pu être l'activité critique dans ce cas-ci. Si H avait été critique, ben F1 aussi aurait pu être critique, et à ce moment-là, ben, il aurait fallu absolument qu'on utilise le chemin F1, l'activité fictive dans ce cas-ci. Donc, je dois calculer ma marge, parce que c'est possible qu'elle soit nulle. On continue avec l'activité G. Activité G, on a un début à 4, au plus tôt à 4, au plus tard à 11. On a une grosse marge là ici, on a un gros 7 pour notre marge dans ce cas-ci. Donc, beaucoup de temps lousse, beaucoup de temps libre pour l'activité G. On n'a pas trop de stress pour celle-ci. Finalement, activité H, début au plus tôt 13, début au plus tard 15. On a donc une marge de 2 dans ce cas-ci. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon chemin critique, ce serait le chemin qui emprunte les marges nulles dans mon tableau. Là, je ne sais pas exactement comment je peux vous surligner ça sans taper mes crayons. Je vais y aller avec le jaune, puis je vais faire attention. Donc, dans ce cas-ci, on a l'activité B qui est critique. On a l'activité C qui est critique. D qui est critique. Et F qui est critique. Donc, le chemin critique, c'est celui qui est en jaune, maintenant en noir parce que j'ai passé par-dessus ma ligne, malheureusement. Ce chemin-là est critique parce que si on retarde la moindre de ces activités-là, on retarde l'ensemble du projet. Et la durée minimale de notre projet, ce sera la fin au plus tard de notre dernière activité, le 21 ici. Donc ici, on parlait d'une durée, on parlait de période, donc ça prendra 21 périodes au minimum pour finir ce projet-là en entier. On va faire ensemble l'exercice 6.2.2. Dans cet exercice-là, vous avez un tableau qui représente un projet. Vous avez 8 activités A jusqu'à H. Et ces activités-là ont des préalables. On vous les donne, on vous donne la durée. Ce que vous devez faire ici, c'est construire le réseau du projet, trouver les activités critiques et le chemin critique, puis finalement trouver la durée minimale du projet. Donc finalement, vous devez faire l'algorithme de la méthode critique, de la méthode du chemin critique avec ce problème-ci. On va faire ça ensemble. On va regarder ce qu'on a comme atelier ici, comme activité. On va trouver notamment nos activités initiales et terminales, puis on pourra tracer notre réseau avec tout ça. Donc on regarde ici, premièrement, activité initiale. On a seulement l'activité A, c'est la seule qui n'a aucun préalable. Et si on regarde dans les préalables, les activités qui ne sont préalables à aucune autre activité sont les activités G et H. Donc G et H sont les activités terminales de ce projet-ci. À partir de ces informations-là, je vais me tracer un réseau qui représente le projet et on va faire de notre mieux pour que ce soit travaillable comme réseau parce qu'on doit quand même faire un algorithme là-dessus par la suite. Donc, on fait de notre mieux. On commence à 1 avec l'activité A qui coûte 3 périodes. Ça va au sommet 2. L'activité A est complétée. Du sommet 2, on peut faire les activités B, C et D. Ce sont les activités qui sortent directement de A. Donc, on va se faire ces activités-là. B qui coûte 4. C qui coûte 6. Et D qui coûte 2. Donc, B, C et D, on les enlève du tableau. On continue avec la prochaine activité E qui doit sortir de notre sommet, de notre activité B. Donc, E, ben, je vais le faire ici pour l'instant. E qui coûte 7 dans ce cas-ci. Ensuite, on arrive à l'activité F qui a besoin de B, C et D. À ce moment-ci, B, C et D. Si je veux garder la physique de mes sommets, il faudrait que je les ramène en un seul sommet et il faudrait que ce sommet-là soit préalable seulement à F pour pouvoir faire les choses, la suite des choses. Dans ce cas-ci, on a le sommet C ou le sommet D qui sont préalables seulement à F. On peut rejoindre le tout sur ces sommets-là. Moi, je vais le faire centré, donc on va tout ramener sur C, ce qui veut dire que je vais avoir une activité fictive ici qui coûte 0 et une activité fictive ici qui coûte 0 aussi. À ce moment-ci, F, on peut
faire sortir cette activité-là d'ici, F qui coûte 12, qui nous amène à un autre sommet. On continue avec G. G doit sortir de B. Et on remarque que G, c'est une activité terminale. Donc, G doit arriver à la toute fin de notre réseau. Donc ici, on va avoir un petit peu de manipulation à faire avec notre réseau. Pourquoi? Parce que l'arc E, ici, qu'on a sorti, on va devoir le déplacer pour qu'il ne soit pas dans le chemin de G. Et ensuite de ça, ben, on va pouvoir jumeler les deux sommets ensemble en réalité. Donc, pour l'instant, ce que je vais faire, c'est effacer l'arc E pour le refaire un petit peu mieux. Et ensuite de ça, on va tracer l'arc G. Donc, pour retracer l'arc E, je dois avoir E, là, il est préalable à quoi? Il est préalable à H en même temps que F. Donc, je vais jumeler E et F vers le même sommet. Ici. Donc, E qui coûte 7. Et là, à ce moment-là, j'ai un petit peu plus d'espace pour faire G. Dans ce cas-ci, je vais faire un réseau dont un des arcs est un petit peu circulaire. C'est pas très grave. On comprend qu'on manque d'espace, c'est pas la fin du monde. Donc G se rend jusque-là. Et il va me rester à faire H par la suite. H qui a besoin de E et F, donc je vais retourner justement à ce sommet-ci. Et je vais faire le dernier chemin qu'il me manquait. Donc voici, j'ai mon réseau qui contient mes sommets. Là, je pourrais peut-être numéroter mes sommets. Dans ce cas-ci, j'en ai 7. Donc 7 au dernier. Le précédent, ce sera 6. Les deux aux côtés ici rentrent dans celui qui est dans le milieu. Donc celui qui est dans le milieu, c'est le prédécesseur direct de 6. On va avoir un 5 ici. Puis ensuite de ça, ben là, 3 et 4, on peut les mettre comme on veut. Je vais mettre 3 au-dessus, 4 en dessous. Pourquoi pas? De cette façon-là, j'ai mon réseau, il est numéroté, je suis capable de l'utiliser pour me déplacer d'un endroit à un autre. Il me reste à aller chercher le chemin critique en faisant les débuts et les fins au plus tôt, début et fin au plus tard, avec la méthode des chemins critiques qu'on a vu un petit peu plus tôt dans la vidéo. Donc on va commencer encore une fois avec le début et la fin au plus tôt de notre activité initiale. Je vous rappelle que au plus tôt, c'est en bleu, entre parenthèses, au plus tard, c'est en rouge, entre crochets. Donc, on y va avec notre activité A pour commencer. Activité A commence à 0 sur 3. Ça nous amène au sommet 2 déjà, parce qu'il y avait une seule activité qui sortait du sommet 1. Sommet 2. On a 3 activités qui en sortent. Une seule qui entre. On va aller chercher nos débuts au plus tôt pour chacune de ces activités-là. B va commencer au plus tôt à 3, parce que A finit au plus tôt à 3, justement. C aussi, ce sera à 3, et D sera à 3. Donc B, ça dure 4, donc ça va finir au plus tôt à 7. C, ça dure 6, ça va finir au plus tôt à 9. D, ça dure 2, ça finit au plus tôt à 5. Et là, avant de continuer, je vais me permettre d'effacer quelque chose. Je vois que mon identification de l'arc F ici va être un petit peu dans le chemin là, pour écrire mes autres poids. Donc je vais mettre l'arc F en dessous. Ici, qui coûtait 12. C'est juste pour avoir un petit peu plus d'espace lorsque je vais faire mes débuts et mes fins au plus tôt et au plus tard. Donc, on vient de faire le sommet 2. On a trouvé les débuts et les fins au plus tôt pour les 3 arcs qui sortaient. On va continuer au sommet 3. Sommet 3 ici, ben là, le début du sommet 3, ce sera la fin de l'arc B, qui est 7. Donc, ça veut dire que G commence au plus tôt, c'est drôle à dire, au plus tôt à 7. E commence au plus tôt à 7. F1 commence au plus tôt à 7. G finit au plus tôt 8 unités de période plus tard que le 7 qu'on avait déjà. Donc, on arrive à 15. E finit 7 plus tard que 7, donc 14. F1 qui dure 0, ben ça nous donne un 7-7 dans ce cas-ci. On continue avec le prochain sommet. Là, faites attention, on s'en va pas au sommet 5, on s'en va au sommet 4. C'est important pour pouvoir étudier le sommet 5 comme il faut. Donc, sommet 4, on a un arc qui entre, l'arc D qui finit au plus tôt à 5. Ça veut dire que le deuxième F ici, que j'ai identifié F1 encore, mais qui est plutôt F2. Dans ce cas-ci, cet arc-là va commencer au plus tôt
A5 finir au plus tôt à 5, c'est normal, c'est un arc qui coûte 0. Et ça nous permet d'aller au sommet numéro 5 pour faire l'arc F. Donc là, au sommet numéro 5, j'ai 3 arcs qui entrent. L'arc C, l'arc F1 et l'arc F2. Donc il va falloir que j'aille chercher la fin au plus tôt, qui est la plus grande dans ces 3 arcs-là, pour savoir quand est-ce que F doit commencer au plus tôt. Donc on voit déjà que F1 finit au plus tôt à 7, F2 finit au plus tôt à 5 et C finit au plus tôt à 9. Donc F commence au plus tôt à 9. On ajoute la durée à tout ça. Donc on finit au plus tôt à 21 pour l'activité F. On se déplace ensuite au sommet 6. Sommet 6, on a 2 prédécesseurs, E et F. E finit au plus tôt à 14, F finit au plus tôt à 21. Donc on va prendre le plus grand des deux, qui est le 21, et on va aller faire ça pour le H. Donc le H commence au plus tôt à 21, finit au plus tôt 7 périodes plus tard, donc 28. Et ça conclut nos débuts et nos fins au plus tôt. Ça veut dire que chacune de mes activités contient déjà un début et une fin au plus tôt. Je peux maintenant aller traiter la fin et le début au plus tard à partir du sommet 7. On le fait en ordre décroissant, c'est ce qu'on a vu dans notre algo. Et c'est ce qu'on va faire ici pour se rendre jusqu'à là. Donc, notre fin au plus tôt, la plus élevée, c'est le 28. Ça veut dire que la fin au plus tard de G et de H, ce sera ce 28-là. Donc, G finit au plus tard à 28. H aussi. On va chercher les débuts au plus tard pour nos deux activités. G dure 8, donc 28 moins 8, 20. H commence à 21. On recule au sommet 6. Sommet 6, à ce moment-là, la fin au plus tard pour les deux activités qui entrent dans le sommet 6, ce sera le début au plus tard de l'activité qui en sort, donc 21 ici. Ça veut dire que E finit au plus tard à 21, F finit au plus tard à 21. Si E finit au plus tard à 21, ça veut dire qu'il commence au plus tard à 14 parce que c'est une activité qui dure 7. Si F finit au plus tard à 21, ben il commence au plus tard à 9 directement. On continue avec le sommet 5. Sommet 5, encore une seule activité qui sort, donc le 9 qui est notre début au plus tard de l'activité F. Ça devient la fin au plus tard des 3 autres activités qui entrent dans le sommet 5. Donc F1 finit au plus tard à 9, commence au plus tard à 9, c'est une activité qui coûte 0. F2 finit au plus tard à 9, commence au plus tard à 9. Et l'activité C termine au plus tard à 9, commence au plus tard à 3, parce que c'est une activité qui coûte 6 périodes de temps. On se déplace au sommet 4. Sommet 4, encore une seule activité qui ressort, donc le début au plus tard de F2, ce sera la fin au plus tard de D. Donc le 9 qui est ici, ça devient notre fin au plus tard pour D. 9 moins 2, ça me donne le 7. Donc on a un début au plus tard de 7 pour l'activité D. On se déplace au sommet 3. Et là, au sommet 3, on va avoir beaucoup de choses à analyser. Beaucoup de choses à analyser parce que là, on a pardon, 3 activités qui sortent du sommet 3. Et ces 3 activités-là, ben, elles ont chacune d'entre elles un début différent, un début au plus tard différent. Donc, dans ce cas-ci, ce qu'on va faire, c'est devoir vérifier, là, c'est lequel des débuts au plus tard qui est le plus petit, pour pas déranger cette activité-là. Dans ce cas-ci, le début au plus tard le plus petit, associé au sommet 3 ici, ce sera l'activité F1 qui commence au plus tard à 9. Donc, ça veut dire que l'activité B doit se terminer au plus tard à 9. Sinon, on retarde l'activité F1. Si on retarde l'activité F1, on vient de planter notre réseau, donc il faut faire attention à ça. On a au plus tard l'activité B qui finit à 9, et donc qui commence au plus tard à 5, ce qui veut dire 4 périodes plus tôt que ce qu'on avait déjà. Il ne nous reste plus que le sommet 2 à traiter. Assez simple, sommet 2, là, il nous reste seulement l'atelier A, l'activité A plutôt. On a encore 3 activités qui sortent. Donc on va encore prendre l'activité qui a le début au plus tard le plus petit. Dans ce cas-ci, on a le choix entre 5, 3 et 7. On va prendre 3. Donc l'activité A
finit au plus tard à 3, commence au plus tard à 0. Donc l'activité A, là, elle est critique. Mais ça, on était capable de le prédire, hein, parce qu'on voit que l'activité A, c'est la première activité. Si on retarde la première activité, donc tout le reste dépend, c'est certain qu'on affecte le reste. Donc on s'attendait à ce que A ici, ce soit quelque chose qui était critique, bien entendu. Donc voilà, on vient de trouver là, les départs et les fins, les débuts et les fins au plus tard pour notre réseau. Ce qui veut dire qu'on peut calculer nos marges. Et avec nos marges, on pourra trouver le chemin critique avec les ateliers critiques. Donc comme tantôt, j'ajoute une colonne marge dans mon tableau et je vais aller voir activité par activité. Donc je commence par l'activité A. Ici, on a les mêmes temps partout. Donc la marge est de 0. L'activité B, on a une différence de 2 dans nos activités. Donc on a une marge de 2. L'activité C, on n'a aucune différence, donc on a une marge de 0. L'activité D, on a une marge de 4. L'activité E, on a une marge de 7. Beaucoup de temps libre dans cette activité-là. L'activité F, on a une marge de 0 également. L'activité G, là ici l'activité G, on voit qu'il y a beaucoup de temps libre. On a un gros 13 périodes de temps libre entre les débuts au plus tôt, début au plus tard, fin au plus tôt, fin au plus tard évidemment. Il reste l'activité H qui a une marge de 0 et il nous restera à calculer les marges pour F1 et F2. Bon, là ça va être très petit, je m'en excuse. Essayez de zoomer, essayez de faire un screenshot puis de le mettre dans Paint pour le grossir, je suis désolé là, ici. La marge pour F1, ce sera 2. Et la marge pour F2, ce sera 4 pour ces activités. Donc, nos activités critiques, nos activités fictives plutôt ne sont pas critiques ici. C'est pas très grave. On pourra les traiter. On pourrait les traiter à part. Donc, dans ce cas-ci, je viens de trouver les marges. Je sais que l'activité A, l'activité C, l'activité F et l'activité H sont critiques. Ce qui veut dire que je vais les surligner. Dans ce cas-ci, je mets du jaune à côté des arcs. Ça scrape un peu mes crayons, mais c'est pas grave. Donc, le sommet 1, 2, 5, 6 et 7, ces sommets-là, ça représente notre chemin critique. Ce qui veut dire que nos activités critiques, je vais l'écrire ici, je vais l'effacer ensuite par contre parce que j'ai besoin de ce côté-là. Donc, activité critique. On a trouvé l'activité A, C, F et H et la durée minimale. Dans ce cas-ci, durée minimale, c'est toujours la plus grande fin au plus tard de notre dernier sommet. Donc ici, 28, 28, ce sera donc 28 périodes, la durée minimale pour ce projet-là, à partir de notre algo du chemin critique, à partir de la méthode du chemin critique. Donc, ceci étant dit, maintenant, on aimerait peut-être un petit peu représenter là, le déroulement de notre projet à l'aide d'un diagramme. C'est ce qu'on appelle le diagramme de Gantt. Donc, je vais effacer la partie droite de mon tableau. On va définir ce que c'est. On va en faire des exemples, puis ensuite de ça, on pourra revenir avec cet exercice. Donc, on va le définir ensemble, ce diagramme-là, diagramme de Gantt. À quoi est-ce que ça sert? Je l'ai mentionné un peu. Ça sert à visualiser le temps nécessaire pour chacune de nos activités. Donc, on essaie de visualiser notre projet en termes de temps nécessaire pour réaliser une activité. On va pouvoir voir là, directement qu'est-ce qui est critique, qu'est-ce qui est moins important, c'est quoi les marges de manœuvre. On est capable de voir ça à l'intérieur de ce diagramme-là. Donc, dans ce cas-ci, on représente en gras les activités et les fins et les débuts au plus tôt, et on représente en pointillé les fins et les débuts au plus tard. Ça nous permet de vraiment distinguer c'est quoi les marges de manœuvre qu'on a. Dans votre manuel, vous avez l'exemple 6.2.3 qui revient sur ce qu'on a fait tantôt avec l'algorithme du chemin critique. Moi, ce que je vais faire, c'est plutôt l'exercice 6.2.4 qui est à la page 52. Cet exercice-là n'est pas résolu, donc on va le faire ensemble et ça traite justement du diagramme qu'on vient de faire, plutôt du projet qu'on vient de faire, donc ça va être directement sur ce qui nous intéresse ici. Donc pour ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre diagramme va avoir deux axes très importants.
L'axe vertical va lister chacune des activités du projet. L'axe horizontal, la durée, le temps finalement. Et ce qui va nous intéresser, c'est d'aller représenter chacune de nos activités à partir de ce diagramme-là. Là, notez que j'ai pas mis les indices en bas à droite de mon graphique parce que je manque clairement de place ici, mais normalement on indique période, année, jour, etc. juste pour comprendre qu'est-ce qui nous intéresse dans ce cas-ci. Même que là, ici, juste parce que je me sens mal, je vais l'écrire comme ça pour qu'on voit là, quand même que ici, on a une unité nécessaire pour l'axe horizontal. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est aller tracer chacune de nos activités selon le moment au début et le moment à la fin pour chacune de ces activités. Je commence par l'activité A. L'activité A commence à 0, finit à 3. Donc, on va avoir quelque chose comme ça. Et là, on remarque que au début et à la fin, c'est la même chose. Donc, je vais avoir un seul carré. C'est une activité qui est critique. Dans ce cas-ci, moi, je vais l'indiquer clairement. Donc, je vais assurer mon rectangle ici pour qu'on comprenne vraiment que cette activité-là, elle est critique. Retarde-la pas, sinon ça retarde l'ensemble de notre projet dans ce cas-ci. On continue avec l'activité B. L'activité B, au début, au plus tôt, commence à 3 et à la fin à 7. Donc, de 3 à 7. Et de l'autre côté, au plus tard, 5 à 9. Donc 5, on a quelque chose ici. 9, on a quelque chose ici. Et là, remarquez que j'ai comme du jeu pour mon rectangle ici, pour mon rectangle de B. Pourquoi? Parce que B, c'est pas une activité qui est critique. Je pourrais la déplacer un petit peu. Je pourrais, en autant que je reste dans les bornes ici que j'ai tracées, en pointillé et en gras. Ça nous permet de voir que on a peut-être un petit peu de jeu là, avec l'activité B ici. On a de la place pour retarder un petit peu notre projet. Continue avec l'activité C. L'activité C commence à 3, finit à 9. Cette activité-là, elle est critique. Donc, puis je vais la mettre en assuré pour symboliser le fait que je ne peux pas bouger cette activité-là, je dois la faire là et je dois la faire le plus vite possible. Activité D, cette fois-ci, on commence à 3, on finit à 5. Et de l'autre côté, on commence à 7 et on finit à 9. Donc on a vraiment là, beaucoup de jeux pour l'activité D. On peut voir visuellement là, comme ça qu'on pourrait prendre notre temps pour cette activité-là. Continue avec l'activité E. Activité E, au plus tôt, commence à 7. Finit au plus tôt à 14. Et de l'autre côté, ben, on commence au plus tard à 14. Et on finit au plus tard à 21. Continue avec l'activité F. L'activité F commence au plus tôt à 9, finit au plus tôt à 21. Commence au plus tard à 9, finit au plus tard à 21. Une autre activité critique dans ce cas-ci. On pourra assurer lorsqu'on aura tracé notre rectangle. Et là, dans votre cahier, là, vous avez vraiment de l'espace pour faire votre dessin. Prenez l'espace que vous avez. Là, moi ici, je le fais tout en moton parce que j'ai pas beaucoup d'espace sur mon tout petit tableau de confinement. Faites ce que vous avez avec l'espace que vous avez. C'est toujours mieux si ça respire. On continue avec l'activité G. Activité G, au plus tôt commence à 7, au plus tôt finit à 15. Donc, 7, on est ici. 15, on est ici. C'est de faire des lignes droites quand même. Et ensuite de ça, au plus tard, on commence à 20. Au plus tard, on finit à 28. Et là, je me rends compte que je n'ai pas fait mes pointillés. L'important, c'est qu'on s'en rende compte puis qu'on l'arrange.
avant qu'il soit trop tard. Donc on voit là, que l'activité G, il y a beaucoup d'espace. On peut la bouger en masse dans ce cas-ci, il n'y a pas trop de difficultés avec ça. Finalement, activité H commence à 21, finit à 28. C'est une activité qui est critique. Il n'y a pas de marge de manœuvre dans ce cas-ci. Donc voilà, on a le dessin qui représente l'activité H. Donc là, on va regarder ce dessin-là, on va regarder ce diagramme-là, puis on va essayer de trouver peut-être un intérêt là, dans ce dessin. Ben déjà, on voit que si on se fie seulement à nos rectangles hachurés, on a quelque chose qui est semi-continu. Quand on finit l'activité A, on commence C. Quand on finit C, on commence F. Quand on finit F, on commence H. Et là, on arrive exactement à la fin, directement au 28, qui était la durée minimale de notre projet. On voit que chacune des activités qui n'est pas critique admet un jeu. On est capable de calculer ce jeu-là. On est capable d'aller voir c'est quoi ce jeu-là. Par exemple, on pourrait le faire pour le G, parce que c'est celui pour lequel j'ai le plus d'espace. Ça ici. Si on regarde, à quoi est-ce que ça correspond? Le début ici de G, c'est à 7. Le début du deuxième, c'est à 20 tout juste, exactement ici. Donc la différence entre le 7 et le 20 ici, 13, ça représente quoi? Ça représente la marge qu'on avait pour l'activité G. Donc on est capable, même avec le diagramme, d'aller chercher la marge pour chacune de nos activités. C'est sûr que ça demande un petit peu plus de visualisation. Puis en plus, ben là, je le fais sans quadriller, c'est plus difficile. Vous l'avez avec le quadrillé. Faites-en bon usage. Et à ce moment-là, ben, on est capable d'aller chercher les informations qui nous intéressent. On a les débuts au plus tôt, début au plus tard, fin au plus tôt, fin au plus tard. Pour chacune des activités, on est capable de représenter le projet au complet à partir de notre diagramme de Gantt sans trop de problèmes. Puis ça nous permet de visualiser assez rapidement le temps nécessaire pour chacune de nos activités. On voit facilement que l'activité F, elle est beaucoup plus longue que l'activité A. Elle est critique, puis elle prend beaucoup plus de temps que l'activité qu'on a faite en A. C'est à votre tour de jouer maintenant. Vous avez les exercices 6.2.5 à faire, 6.2.6 à faire. Dans ces exercices-là, vous avez à tracer des réseaux, vous avez à trouver le chemin critique avec la durée minimale. En 6.2.5, vous devriez obtenir une durée minimale de 24 jours avec comme activité critique A, B, E, F, H, I, J et K. En 6.2.6, durée minimale devrait être de 57 jours. Les activités critiques, il y en a pas mal, c'est normal, c'est un gros réseau. On a A, B, F1, D, E, F, G, H, I, L, F6, O, P, Q et F7. Faites attention, F1, F6 et F7, ce sont des activités fictives. On vous les donne dans le diagramme normalement à la page 56, vous les avez. Donc faites référence à ce diagramme-là et vous devriez obtenir ces réponses-là. Si jamais vous n'arrivez pas à ces réponses-là, n'hésitez pas. Contactez-moi, contactez Francis pour vérifier c'est quoi qui vous manque, où est-ce que ça a planté. On pourra vous aider. C'est des problèmes qui sont plus gros, plus complexes, c'est normal. C'est fait pour qu'on se pratique comme il faut. Donc assurez-vous que vous êtes capable de faire ça. Puis si vous avez de la difficulté, n'hésitez pas à nous contacter sur le Teams de notre groupe. Sur ce, on vient de terminer la section 6.2. Donc on vient de terminer le chapitre 6. Ça veut dire qu'on se revoit dans un prochain chapitre, on se revoit dans une prochaine vidéo. On va parler notamment là, des problèmes de flow, on va parler des réseaux de flow, on va aller chercher là, toutes sortes de nouveaux algorithmes qui vont nous aider à comprendre la gestion de toutes sortes de situations avec des réseaux qui vont nous intéresser. Donc on se revoit dans une prochaine vidéo avec la suite de la matière.